Ils n'ont pas besoin de croire en la même religion. Ils ne parlent pas la même langue. Ils ne vivent même pas sur le même continent. Et pourtant, lorsqu'ils entrent en transe, quelque chose se répète. Des visions de mondes invisibles, des sensations de quitter le corps, des rencontres avec des présences qu'ils disent plus anciennes que l'humanité. Pendant des siècles, on a rangé tout cela dans une case simple, l'imaginaire, l'illusion ou le folklore. Mais pourquoi des expériences aussi similaires apparaissent-elles partout à travers des cultures qui n'ont jamais pu se parler? Et si la transe chamanique n'était pas seulement un état modifié de conscience, mais une porte vers quelque chose que nous n'avons pas encore su définir? Pendant longtemps, j'ai cru que le chamanisme appartenait au récit du passé, aux contes ethnologiques poussiéreux, des danses autour d'un feu, des incantations, des costumes étranges. Puis je suis tombé sur des récits qui ne collaient pas avec cette image pittoresque. Des récits venus d'Amazonie, de Sibérie, des steppes mongoles, des déserts africains, et même, contre toute attente, de grottes préhistoriques européennes. Des témoignages séparés par des siècles et des continents, mais qui racontent tous la même chose. La capacité de l'esprit humain à quitter l'enveloppe corporelle et à naviguer dans des mondes invisibles. Ces mondes, les chamans les appellent le monde des esprits, le rêve éveillé, la réalité non ordinaire. Et ce qui est vertigineux, c'est qu'ils en ramènent des informations impossibles à obtenir autrement, des guérisons inexpliquées, des connaissances précises sur des lieux où ils ne sont jamais allés, des dialogues avec des entités qui semblent posséder une intelligence radicalement différente de la nôtre. Comment l'expliquer? Faut-il y voir une simple hallucination, un feu d'artifice neuronal? Ou bien s'agit-il d'une authentique porte percée dans la trame de la réalité? La science matérialiste nous a appris à rejeter ces phénomènes. Hallucinations, superstitions, troubles mentaux. Mais quelque chose ne tient pas. Pourquoi, quand un ethnologue demande à un chaman de l'Amazonie de décrire ce qu'il voit en transe, utilise-t-il les mêmes symboles qu'un guérisseur sibérien qui n'a jamais eu le moindre contact avec cette culture? Pourquoi retrouve-t-on, gravés sur les parois des cavernes du Paléolithique, des êtres hybrides, mi-hommes, mi-animaux, que l'on croyait être de simples fantaisies artistiques, et qui ressemblent étrangement aux esprits rencontrés en transe aujourd'hui? Ce n'est pas une question de foi, c'est une question d'exploration. Et si ces traditions millénaires détenaient une cartographie de la conscience que notre civilisation a oubliée? Des hommes et des femmes, partout sur la planète, ont développé des techniques précises, tambours, jeûnes, plantes sacrées, postures, pour basculer dans un état modifié où l'espace et le temps ne fonctionnent plus de la même manière. Ils disent traverser des tunnels, voir des grilles géométriques, dialoguer avec des animaux, rencontrer des ancêtres ou des êtres de lumière. Et le plus étrange, c'est que ces visions ne semblent pas aléatoires. Elles suivent une structure, un schéma, comme si la psyché humaine, au-delà de ses couches personnelles, donnait accès à un territoire partagé. Carl Jung, l'un des plus grands explorateurs de l'esprit, a passé sa vie à étudier ces structures universelles qu'il appelait les archétypes. Il était fasciné par le chamanisme. Il y voyait une plongée directe dans ce qu'il nommait l'inconscient collectif, un océan psychique où tous les êtres humains puisent leurs mythes, leurs rêves, leurs intuitions les plus profondes. Mais Jung est-il allé assez loin? Et si l'inconscient collectif n'était pas seulement psychologique, mais ontologique? S'il existait réellement comme une dimension à part entière, accessible à certaines conditions? C'est là que l'histoire devient vraiment dérangeante. Des physiciens contemporains, comme David Bohm, ont proposé l'idée d'un ordre implicite, un niveau de réalité sous-jacent, non perceptible par nos sens ordinaires,
dont notre monde ne serait qu'une projection. D'autres, comme Itzhak Bentov, ont exploré la conscience comme un phénomène vibratoire capable de s'accorder à d'autres fréquences du réel. Coïncidence ? Les chamans, sans connaître ces théories, affirment la même chose. La transe permet de s'accorder à une réalité plus fondamentale, plus réelle que la nôtre. Ils disent que ce que nous appelons le monde matériel est une illusion, un rêve collectif dont on peut s'éveiller. Vous commencez à sentir le vertige, ce que je vais partager avec vous dans les minutes qui viennent pourrait ébranler votre conception la plus intime de la réalité. Nous allons traverser des témoignages, des expériences, des hypothèses qui floutent la frontière entre le dedans et le dehors. Nous allons explorer ce qui se passe réellement dans le cerveau, et peut-être hors du cerveau, lorsqu'un chaman entre en transe. Nous allons nous demander pourquoi ces pratiques, longtemps méprisées, attirent aujourd'hui l'attention de neurobiologistes, de psychologues et d'anthropologues de renom. Et nous allons surtout nous confronter à une question qui vous regarde directement. Est-il possible que vous aussi, vous ayez accès à cette réalité invisible, que la transe ne soit pas un don réservé à quelques élus, mais une faculté humaine fondamentale, oubliée que notre culture a atrophié? Je ne vous promets pas de réponse définitive, ce serait trahir le mystère, mais je vous promets une enquête au cœur du plus grand des territoires inexplorés, votre propre conscience. Restez avec moi, ce que vous allez entendre pourrait bien rouvrir une porte que vous pensiez condamner. Pour comprendre ce qui se passe réellement durant la transe chamanique, il faut accepter de quitter le confort des explications toutes faites. Ce que je m'apprête à vous raconter est déstabilisant, non pas parce que c'est irrationnel, mais parce que cela défie l'idée que nous nous faisons de la frontière entre l'esprit et le monde. Le voyage commence presque toujours de la même manière, et c'est là le premier vertige. Qu'il s'agisse d'un chaman Shipibo dans la jungle péruvienne, d'un Sami en Laponie ou d'un guérisseur bushman dans le Kalahari, le témoignage initial est étonnamment similaire. La personne entre en transe, souvent portée par le battement monotone d'un tambour ou d'un hochet, parfois sous l'effet d'une plante sacrée comme l'ayahuasca ou le peyote. Son corps se détend, ses yeux se ferment et soudain, elle ne se perçoit plus comme un corps limité. Elle sent qu'elle se déplace. Presque toujours, la première sensation décrite est celle d'une traversée. Un tunnel obscur, un boyau vibrant, une spirale de lumière ou de ténèbres. Elle a la sensation d'être aspirée vers le haut ou vers le bas, vers une ouverture au loin. Et puis, le passage. Le voile se déchire, et le chaman débouche dans un monde. Ce monde, il l'appelle souvent la réalité non ordinaire. Là-bas, les lois physiques que nous connaissons ne s'appliquent plus. L'espace devient élastique, le temps se dilate. Des formes géométriques mouvantes d'une complexité hypnotique s'animent. Et surtout, ce monde est habité, peuplé de présences. Des animaux qui parlent, des ancêtres au regard perçant, des êtres de lumière qui semblent faits de pure signification. Les chamans disent que ce ne sont pas des symboles, ce sont des intelligences autonomes, des alliés, des maîtres, des esprits de plantes, des gardiens de seuil. Retenez bien cette description, car voici le moment où l'énigme s'épaissit de façon presque insoutenable. Cette séquence que je viens de vous décrire, des anthropologues l'ont retrouvée pratiquement à l'identique dans des traditions qui n'ont jamais eu le moindre contact. Le tunnel, il est décrit par les guérisseurs d'Amazonie, mais aussi par les mystiques tibétains, par les chamans inuits et par les initiés des cultes à mystère de la Grèce antique. La sensation de sortie du corps, elle est universelle. Et ce n'est pas tout. Les entités rencontrées ne sont pas un capharnaüm aléatoire. Elles obéissent à des catégories remarquablement stables. Partout, on retrouve l'animal de pouvoir, souvent un jaguar, un aigle, un serpent ou un ours.
Partout, on retrouve un être psychopompe qui guide l'âme du chaman. Partout, on retrouve la figure du double, ce reflet parfait de soi-même que l'on croise et qui vous regarde avec une intensité bouleversante. Comment est-ce possible ? Si chaque cerveau inventait ses visions à partir de son histoire personnelle, pourquoi une mère de famille sibérienne et un chasseur amazonien verraient-ils tous les deux un serpent géant leur enseigner des chants de guérison ? Pourquoi les images qui émergent de la transe sont-elles plus proches de mythes anciens que de souvenirs d'enfance ? Cette question en ouvre une autre, encore plus dérangeante. Et si la transe ne faisait pas surgir des contenus de l'inconscient personnel, mais révélait une structure plus profonde, un squelette psychique commun à toute l'humanité? C'est ici que l'ombre de Carl Jung s'avance dans notre enquête. Jung, vous le savez peut-être, a passé des décennies à étudier les rêves, les mythes, les visions et les délires de patients psychotiques. Ce qu'il y a découvert l'a bouleversé. Il a constaté que certains motifs réapparaissaient avec une régularité impossible à attribuer au hasard. Des motifs que ces patients ne pouvaient pas connaître consciemment, car ils n'avaient jamais été exposés aux mythologies dont ils semblaient tirer leur vision. Jung en a déduit l'existence d'une couche de la psyché qu'il a appelée l'inconscient collectif, une nappe souterraine de symboles primordiaux, les archétypes qui préexistent à toute expérience individuelle et façonnent en secret nos perceptions, nos émotions, nos intuitions. Pour Jung, le chaman était un plongeur professionnel de l'inconscient collectif. La transe, selon lui, permettait de descendre volontairement dans ces profondeurs où bouillonnent les images originelles et d'en ramener des trésors de sens pour la communauté. Cela expliquerait la similarité des visions. Le jaguar, l'aigle, le serpent ne sont pas des animaux réels, mais des archétypes, des formes vides qui attendent d'être activées par la conscience. La transe les rend visibles. Mais cette hypothèse, aussi puissante soit-elle, contient une fissure. Une fissure dans laquelle certains chercheurs et philosophes se sont engouffrés. Si l'inconscient collectif est un espace purement psychologique, intérieur, comment expliquer que les chamans rapportent de leur voyage des informations factuelles et vérifiables sur le monde extérieur? Des diagnostics de maladies justes, des prédictions d'événements lointains, la localisation d'un gibier ou d'une personne disparue. Cela ne cadre pas avec une simple descente introspective. Cela suggère que durant la transe, le chaman n'est pas seulement à l'intérieur de lui-même. Il est peut-être en contact direct avec quelque chose qui est à la fois dedans et dehors. C'est ce point précis qui nous oblige à franchir un nouveau seuil. Nous devons regarder du côté des physiciens qui ont osé penser la conscience autrement. David Bohm, par exemple. Brillant élève d'Einstein, Bohm a passé une partie de sa vie à élaborer une vision de l'univers qui ressemble étrangement à celle des traditions chamaniques. Il parlait de deux ordres de réalité. L'ordre explicite, celui que nous percevons tous les jours, fait d'objets séparés dans l'espace et le temps. Et l'ordre implicite, un niveau de réalité plus fondamental, non manifesté, où tout est interconnecté de manière instantanée. L'ordre implicite est comme un océan d'énergie et d'information. L'ordre explicite est comme les vagues à sa surface. Pour Bohm, la matière, l'espace, le temps, tout émerge de cette source invisible. La conscience humaine, elle aussi, plongerait ses racines dans cet ordre implicite. Imaginez un instant les implications. Si Bohm avait raison, alors notre sentiment d'être un moi séparé, isolé dans un crâne, est une illusion pratique mais trompeuse. En réalité, chaque conscience serait une vaguelette sur le même océan. Et dans certaines conditions particulières, par exemple, durant la transe profonde,
la vaguelette pourrait temporairement se fondre dans l'océan tout entier. Accéder à l'information qui n'est plus filtrée par les sens. Voyager sans bouger. Connaître sans apprendre. C'est exactement ce que les chamans décrivent. Un autre explorateur, moins connu du grand public mais tout aussi fascinant, a poussé cette idée encore plus loin. Itzhak Bentov, ingénieur et inventeur, a mené des expériences audacieuses sur la conscience. Selon lui, la conscience n'est pas produite par le cerveau, mais captée par lui comme une radio capte une onde. Le cerveau serait un récepteur, un modulateur vibratoire. En modifiant sa fréquence vibratoire via des techniques de méditation, de respiration, de battements sonores, il pourrait se désaccorder de la fréquence physique ordinaire et se syntoniser sur d'autres niveaux de réalité. Bentov parlait de spectre de conscience. La réalité consensuelle que nous partageons ne serait qu'une bande très étroite de ce spectre. La transe chamanique, avec ses tambours et ses rythmes, serait une technique précise pour tourner le bouton du poste de radio mentale et capter d'autres stations, d'autres mondes. Vous voyez le tableau qui se compose sous nos yeux, un puzzle vertigineux où les visions des chamans, l'inconscient collectif de Jung et la physique de l'ordre implicite semblent converger vers une même idée folle. Il existe une matrice invisible qui sous-tend la réalité, et nous y avons accès. Revenons maintenant aux faits concrets, car ils sont peut-être encore plus troublants que les théories. Dans les années 1960, un anthropologue nommé Michael Harner a vécu une expérience qui a changé sa vie et bousculé son scepticisme scientifique. En pleine Amazonie, il a accepté de boire une décoction d'ayahuasca avec des Indiens Konibo. Très vite, il s'est retrouvé propulsé dans un monde de visions. Il a vu des créatures reptiliennes géantes, des formes draconiques qui lui parlaient. Plus tard, quand il a raconté cela aux chamans, ils lui ont dit « Tu as vu les vrais maîtres de la plante ». Mais le choc est venu après. Harner a découvert que des chamans de tribus complètement éloignées, au Mexique et au Pérou, utilisaient le même mot « dragon » pour décrire ces entités. Personne ne leur avait enseigné cela. Comment est-ce possible ? Plus récemment, le chercheur Rick Strassman a mené à l'Université du Nouveau-Mexique une étude clinique sur la DMT, une molécule psychoactive que l'on retrouve à l'état de trace dans le cerveau humain et qui est le principe actif de certaines préparations chamaniques. Strassman a injecté de la DMT à plus de 60 volontaires en milieu hospitalier et a recueilli leurs récits. Les témoignages sont glaçants de similarité. Une proportion étonnante de sujets a rapporté avoir pénétré dans un monde autonome, hyper réel, peuplé d'entités intelligentes. Des êtres que les volontaires appelaient souvent des elfes mécaniques, des clowns cosmiques ou architectes de la réalité. Ces entités semblaient les attendre et parfois même se réjouissaient de leur arrivée. Les sujets n'avaient pas le sentiment d'avoir produit ces rencontres. Ils avaient le sentiment très net de les avoir découvertes. Là encore, même si ces descriptions peuvent sembler très éloignées des récits chamaniques traditionnels, regardez-y de plus près. Les similitudes sont frappantes. Un monde parallèle, des êtres autonomes, une sensation de réalité intensifiée. Et surtout, cette impression troublante que l'on a accédé à quelque chose qui existe déjà, indépendamment du sujet. Strassman lui-même en est venu à se demander si la DMT ne permettait pas au cerveau de se syntoniser sur un niveau de réalité normalement invisible. Une hypothèse qui aurait fait sourire Itzhak Bentov. Alors bien sûr, vous pourriez vous dire que tout cela n'est qu'une tempête chimique dans le cerveau, que les visions chamaniques sont des artefacts neurologiques. L'activation du cortex visuel, la libération de sérotonine, l'inhibition du réseau du mode par défaut.
La neuroimagerie nous montre effectivement que sous psychédélique ou en méditation profonde, le cerveau opère un changement d'état spectaculaire. Les zones qui maintiennent le sentiment du moi s'éteignent en partie. D'autres, normalement indépendantes, se mettent à communiquer de façon anarchique. Le résultat est une expérience de dissolution de soi et d'hyperconnectivité. Mais est-ce vraiment une explication ? Décrire le mécanisme d'une radio qui change de fréquence ne vous dit rien de l'existence ou non de la station que vous captez. Le fait que le cerveau montre une signature biologique de la transe ne résout pas la question fondamentale. Les chamans sont-ils en train d'halluciner un monde purement interne ou sont-ils en train de percevoir un pan réel du réel, habituellement masqué par le filtre de la conscience ordinaire? Cette question n'est pas un simple jeu intellectuel. Elle porte en elle un vertige existentiel. Car si la transe ouvre une porte vers un véritable espace d'information partagée, alors la guérison chamanique prend une toute autre dimension. Le chaman ne se contente pas d'administrer un placebo psychologique. Il entre dans ce monde, diagnostique la cause invisible d'une maladie, une intrusion, une perte d'âme, et y opère une réparation. Et l'effet est constaté dans notre réalité. Des guérisons de maladies psychosomatiques, certes, mais parfois aussi de pathologies infectieuses ou inflammatoires que la médecine conventionnelle peine à expliquer. Des anthropologues ont documenté des succès thérapeutiques saisissants dans des contextes isolés, sans autre traitement. Le mystère demeure entier. Et puis, il y a cette autre couche de l'énigme, plus intime. Si l'esprit humain peut vraiment voyager, si la transe n'est qu'un véhicule, alors le chamanisme n'est pas une curiosité exotique. Il pourrait être l'une des plus anciennes technologies de la conscience jamais développée. Une technologie que notre civilisation, focalisée sur la manipulation du monde extérieur, a oubliée. Mais cette technologie n'est peut-être pas perdue pour tout le monde. Elle pourrait dormir en nous sous une forme larvaire, prête à être réactivée. Dans la pénombre de cette hypothèse, une nouvelle question émerge, plus déstabilisante encore. Si la transe permet d'accéder à un champ d'information qui englobe tout, où s'arrête le voyage ? Y a-t-il une limite à ce que l'on peut découvrir ? Certains chamans disent avoir contemplé la structure même du temps, vu le fil des destinées, rencontré l'esprit de la terre en tant qu'être vivant et pensant. D'autres parlent de niveaux superposés, de mondes dans les mondes, de bibliothèques vivantes où toute la connaissance de l'univers serait stockée. Les archétypes de Jung, les idées platoniciennes, la mémoire de l'espèce, tout cela ne serait que différentes manières d'appeler la même réalité sous-jacente. Une réalité que les chamans visitent comme on visite une contrée réelle. Prenez une respiration. Regardez autour de vous. Ce mur, cette lumière, votre reflet dans l'écran. Est-ce que tout cela vous paraît un peu plus mince, un peu plus fragile, comme si, derrière la tapisserie du quotidien, vibrait quelque chose d'immense et d'inconnu ? C'est exactement cette sensation que les récits chamaniques cherchent à provoquer. Non pas une fuite du monde, mais un approfondissement. L'idée que notre réalité est un mince film tendu sur un océan insondable, et que nous possédons la capacité native de percer ce film. Pourtant, la prochaine étape de notre enquête risque de tout faire basculer, car jusqu'ici, nous avons parlé des chamans comme d'individus exceptionnels. Mais qu'en est-il de vous, de moi, de tout être humain ? Les recherches contemporaines sur les états modifiés de conscience suggèrent que le potentiel chamanique n'est pas un don rare, mais une faculté universelle que notre culture a réprimée. Nous avons entraîné notre attention à se fixer sur le monde matériel, à ignorer les murmures de l'autre réalité. Mais ces murmures n'ont pas disparu.
Ils surgissent dans nos rêves, dans nos intuitions, dans ces coïncidences étranges que Jung appelait synchronicité. Et si vous décidiez de les écouter? Si la transe n'était pas une altération de la conscience, mais son élargissement, un retour à un mode de perception plus complet que nos ancêtres connaissaient intimement et que nous avons simplement désappris. Je vous laisse avec cette image, un battement, un tambour, une vibration qui ne s'arrête jamais depuis la nuit des temps, et dans cette vibration, l'invitation à passer de l'autre côté. Seulement, il y a un prix à payer pour cette traversée, une vérité que l'on ne peut pas désapprendre et qui change pour toujours celui qui l'aperçoit. C'est ce point de non-retour que nous allons franchir ensemble maintenant. Il est temps d'affronter la question qui, depuis le début, reste en suspens derrière chacune de nos découvertes. Une question qui ne concerne pas les chamans, qui ne concerne pas les anthropologues, ni les physiciens, ni les mystiques. Une question qui vous concerne, vous, personnellement, dans l'intimité de votre propre esprit. La voici. Qu'est-ce que cette réalité invisible change à votre existence ici et maintenant? Nous avons traversé ensemble des territoires vertigineux, les tunnels de la transe, les archétypes de Jung, l'ordre implicite de Bohm, les récits impossibles de guérisseurs qui, sans se concerter, cartographient les mêmes mondes depuis des millénaires. Tout cela pourrait rester une curiosité intellectuelle, un documentaire fascinant que l'on range dans un coin de sa mémoire avant de retourner à ses préoccupations quotidiennes. Mais je crois que vous sentez qu'il y a autre chose, quelque chose qui résiste à la mise à distance, une intuition insistante qui murmure « et si tout cela était vrai ?» Et si la frontière que vous croyez infranchissable entre votre esprit et le monde était en réalité une porte que vous n'avez jamais essayé d'ouvrir? C'est ici que se produit le basculement. Nous avons passé notre vie à croire que la conscience ordinaire, celle que nous habitons en ce moment même, était la conscience totale, le mode par défaut, la seule façon valide de percevoir le réel. Nous avons relégué la transe, le rêve, la vision dans la catégorie des anomalies, des altérations. Mais que se passe-t-il si nous inversons la perspective? Que se passe-t-il si c'est notre état de conscience habituel qui est une transe culturelle, un rétrécissement appris, un filtre si puissant et si intériorisé que nous avons oublié qu'il était là? Les neurosciences elles-mêmes nous disent que le cerveau ne perçoit pas la réalité de manière brute. Il construit une simulation. Il filtre, il prédit, il coupe. Il élimine l'immense majorité des informations disponibles pour ne garder que ce qui est utile à la survie immédiate. Nous ne voyons pas le monde. Nous voyons une interface utilisateur, un bureau d'ordinateur simplifié qui nous permet de ne pas nous noyer dans la complexité infinie du réel. Les chamans le disent autrement, mais ils disent la même chose. Pour eux, l'homme ordinaire est endormi. Il rêve qu'il est un corps séparé, un moi isolé, une bulle de peau qui se déplace dans un monde d'objets morts. Ce rêve est si collectif, si bien construit, que nous le prenons pour la réalité ultime. La transe chamanique ne serait donc pas l'entrée dans un état modifié. Elle serait la sortie temporaire de l'état modifié dans lequel nous vivons en permanence. Un réveil provisoire, un débranchement de la matrice consensuelle. Ressentez le poids de cette inversion. Elle change tout. Elle signifie que toutes les visions que nous avons explorées, les animaux de pouvoir, les esprits, les tunnels de lumière, ne sont pas des hallucinations produites par un cerveau déréglé. Elles sont des perceptions d'un réel plus vaste, soudainement accessible parce que le filtre s'est desserré. Elles sont la réalité qui était là depuis toujours, derrière l'écran de fumée de notre attention capturée.
Le chaman n'est pas un malade mental. Il est un éveillé temporaire qui revient nous dire « Ce que vous appelez le monde réel n'est qu'un infime fragment de ce qui est ». Cette idée est profondément déstabilisante, parce qu'elle retire toute prétention de supériorité à notre civilisation rationnelle. Nous avons construit des télescopes pour observer les confins du cosmos, des microscopes pour sonder l'infiniment petit, des accélérateurs de particules pour retrouver l'origine de la matière. Et pendant ce temps, nous avons ignoré l'instrument le plus sophistiqué qui soit, la conscience humaine elle-même. Nous l'avons laissée s'atrophier. Nous l'avons anesthésiée de divertissements, de bruits, de tâches incessantes. Nous avons oublié qu'elle pouvait se déplacer, s'élargir, s'immerger dans des dimensions que nos machines ne détecteront jamais, parce qu'elles ne sont pas faites de matière. Alors, me direz-vous, que faire de cette révélation ? Faut-il tous boire de l'ayahuasca, s'installer dans une yourte et battre du tambour jusqu'à l'aube ? Non, ce serait manquer l'essentiel. L'héritage chamanique n'est pas une recette exotique à imiter servilement. C'est une indication, une flèche pointée vers une capacité humaine universelle qui ne demande qu'à être redécouverte sous des formes adaptées à notre époque. La transe profonde n'est qu'une des voies, il y en a d'autres. La méditation, quand elle est poussée jusqu'à l'absorption complète. L'immersion dans une œuvre d'art, quand elle nous fait oublier notre nom. La contemplation silencieuse de la nature, quand la frontière entre l'observateur et le paysage se dissout. L'écoute profonde d'un être aimé, quand le temps s'arrête. Tous ces moments sont des brèches, des petites transes ordinaires que notre culture ne nomme pas ainsi, mais qui fonctionnent sur le même principe, le filtre s'abaisse et soudain le monde devient plus vaste, plus vivant, plus signifiant. Ce que les chamans ont codifié, c'est une science de l'attention, une discipline de la perception. Ils ont compris, bien avant nos psychologues, que la réalité que nous habitons dépend de l'état de conscience dans lequel nous nous trouvons. Changez l'état et vous changez le monde, non pas métaphoriquement, littéralement, car le monde n'est pas une chose fixe que nous regardons tous depuis le même point de vue. Il est une relation vivante entre ce qui est et la manière dont nous nous ouvrons à ce qui est. La transe chamanique est une ouverture maximale, une relation élargie. Et s'ils en ramènent des guérisons, des connaissances, des champs de pouvoir, c'est parce que dans cette ouverture, des informations circulent qui sont normalement bloquées par nos œillères mentales. Voici donc la révélation que je veux vous transmettre, non pas comme une vérité assénée, mais comme une possibilité à contempler. La transe n'est pas un phénomène paranormal. Elle est normale, au contraire, au sens le plus profond du terme. Elle est la norme oubliée de notre espèce. La normalité tronquée dans laquelle nous vivons, cette conscience en boîte, cette attention fragmentée, cette déconnexion d'avec le tissu vivant du monde, c'est cela, l'anomalie, c'est cela, la véritable altération. Nous sommes les héritiers d'une amputation psychique. Et l'étrange sentiment de manque que beaucoup ressentent sans pouvoir le nommer, cette nostalgie d'un ailleurs qui n'existe pas, cette soif de sens que rien ne semble étancher, c'est peut-être tout simplement la mémoire fantôme de notre faculté perdue, la nostalgie du voyage que nous ne savons plus faire. Laissez-moi vous emmener un pas plus loin, le pas le plus intime, le plus personnel. Si ce que je vous ai raconté est vrai, ne serait-ce qu'en partie, alors vous n'êtes pas celui ou celle que vous croyez être. Vous n'êtes pas une identité étroite, un CV, une histoire, un corps biologique séparé du reste. Vous êtes une ouverture, un point de conscience capable de se contracter jusqu'à l'illusion d'isolement et de se dilater jusqu'à toucher les étoiles. Vous êtes un voyageur qui a oublié qu'il peut voyager, un voyant qui a oublié qu'il peut voir.
La transe chamanique n'est qu'un rappel spectaculaire de cette plasticité fondamentale. Mais chaque nuit, quand vous rêvez, vous franchissez déjà le seuil. Chaque fois que votre intuition vous parle, c'est un messager de l'autre réalité qui frappe à votre porte. Chaque synchronicité troublante, chaque hasard porteur de sens est un clin d'œil de l'ordre implicite qui vous rappelle que la trame est bien plus serrée que vous ne le pensez. La seule différence entre vous et le chaman, c'est que lui a appris à faire consciemment ce que vous faites dans l'oubli. Il a entraîné son attention à rester lucide pendant la traversée du tunnel. Il a cultivé la discipline de ne pas se perdre dans les visions, mais d'interagir avec elles, d'en rapporter quelque chose. C'est un explorateur méthodique. Mais l'équipement de base, la faculté de naviguer l'invisible, est en vous. Elle est en chacun de nous. La flamme vacille, elle est recouverte de cendres, mais elle n'est pas éteinte. Maintenant que nous arrivons au terme de ce voyage, je vous pose la seule question qui vaille, une question que je ne peux pas résoudre à votre place, et que personne d'autre que vous ne peut entendre vraiment. Elle est simple, elle est immense, et elle restera ouverte comme une porte jamais refermée. Qu'allez-vous faire de cette possibilité ? Allez-vous retourner au bruit, à l'agenda, en rangeant tout cela dans la case des curiosités du soir ? Ou allez-vous, ne serait-ce qu'une fois, vous asseoir en silence, fermer les yeux et vous demander ce qui se trouve derrière vos paupières ? Pas des concepts, pas des souvenirs, mais la présence. La vaste présence silencieuse dans laquelle vos pensées apparaissent et disparaissent, comme des vagues sur l'océan dont parlait Bohm. Cette présence, c'est peut-être cela, votre part de chaman. Le témoin immobile qui n'est pas né et ne mourra pas, et qui, si vous le suivez, pourrait bien vous conduire là où les tambours et les plantes sacrées ont toujours conduit les audacieux, dans l'infini du dedans, qui est aussi le dehors. Car vous l'avez compris maintenant, la plus grande découverte n'est pas que la réalité est multiple, c'est que vous en êtes la porte.